Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Livre Noir. Merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Donc, vous êtes politologue, sondeur reconnu. Vous avez notamment un institut, l'Institut Pollingvost. Vous êtes essayiste, notamment avec un ouvrage de renom Bloc contre Bloc. Justement, une théorie qui a fait couler beaucoup d'encre. On l'a vu sur nos 2 derniers entretiens avec Éric Zemmour et Patrick Buisson qui en parlait, on y reviendra, et vous venez justement de franchir, je dirais, le Rubicon en créant l'Institut de formation des cadres du Rassemblement national. Donc nous allons beaucoup parler politique, analyse d'opinion, stratégie des différents partis, notamment à droite, et de positionnement. On va y aller vraiment sans filtre. Et donc, une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par une citation d'Emmanuel Macron. Il a dit la semaine dernière « J'appelle à contrer ce processus de décivilisation ». Qu'est-ce que cela vous évoque ? Alors, à vrai dire, pas grand-chose dans la mesure où c'est une notion très abstraite. Déjà, ça renvoie à la notion de civilisation, ce qui est assez inhabituel dans la bouche du président de la République. Lui qui considérait en substance que la culture française, il ne l'avait jamais rencontrée. Et donc, s'il n'avait pas rencontré la culture française, a-t-il rencontré la civilisation et surtout laquelle ? Alors de ce point de vue-là, il y a 2 manières, je crois, de comprendre ce qu'il a voulu nous dire. On espère qu'il n'a pas voulu simplement faire, si j'ose dire, un bon mot. Ce qui est possible de sa part, puisqu'il y a une certaine affectation littéraire qui le caractérise. C'est dans décivilisation, ça peut être, me semble-t-il, 2 choses. Soit c'est la déconstruction, en quelque sorte, de la civilisation. Ce qui sera un processus anthropologique, comme on dit, c'est-à-dire que, par exemple, la société deviendrait une société d'individus, c'est ce qui semblait vouloir suggérer, et qu'il y aurait une forme de dégradation des mœurs, où plus personne ne se sentirait responsable vis-à-vis de la société. C'est en quelque sorte, de manière très différente, ce qu'évoque Jean-Claude Michéa quand il décrit le processus d'une civilisation libérale qui isolerait l'individu, qui ne serait plus qu'un sujet de droit et un acteur économique dans le marché. Donc évidemment, Jean-Claude Michéa, lui, préfère la décence commune, et donc ça serait l'idée d'une civilisation, voilà. Bon, pourquoi pas, c'est très général, c'est sans doute pas entièrement faux par rapport à la situation actuelle, mais c'est un phénomène finalement sans responsable immédiatement identifiable, et on imagine assez difficilement le président Macron s'attaquer, disons, à la logique du marché. C'est pas tout à fait sa logique profonde. Inversement, on peut considérer, et je pense que beaucoup de Français ont compris ce terme de décivilisation comme non pas une déconstruction de la civilisation en général, mais comme un désaccord entre des civilisations. Et donc un lien entre la violence de rue, par exemple, puisque c'était à peu près de cela dont il parlait, entre des comportements anomiques ou des comportements violents, et le fait que plusieurs civilisations cohabiteraient sur le même sol, en l'occurrence le nôtre. C'est comme ça que c'était compris. Était-ce l'intention du président de la République ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quand même malgré tout intéressant que dans la situation actuelle, ce terme ait eu un tel écho, avec ces 2 possibilités que je viens d'énoncer. Ça prouve qu'effectivement, il y a une angoisse existentielle en France, du peuple français, qui, elle, est absolument indéniable. Justement, on y reviendra tout à l'heure aussi, je pense, pour voir comment Emmanuel Macron essaye en ce moment, d'un côté, de draguer l'électorat de droite, et en même temps, on ne sait pas vraiment s'il va aller jusqu'au bout. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez vous présenter ? Alors moi, en tant qu'individu, je suis, en tant que professionnel, disons, je suis tout simplement un sondeur. C'est après des études d'histoire et de sciences politiques, j'ai été amené en 1990 à réaliser des sondages. À l'époque, c'était pour Matignon, pour le Premier ministre de l'époque, c'était Michel Rocard, vous vous rendez compte, c'était pas hier. Et ensuite, j'ai fait une carrière de sondeur, tout simplement, à Louis Harris, à la tête ensuite de BVA Opinion pendant 10 ans, à la tête de CSA Opinion également. Et là, actuellement, depuis maintenant une dizaine d'années, je suis à la tête d'une autre, enfin j'ai déjà créé une société, et là c'en est une autre qui s'appelle Pollingvox. Donc si vous voulez, ma source de revenus,
ce qui me permet d'avoir une existence sociale, c'est tout simplement la production de sondages et d'études qualitatives, essentiellement complétées par parfois du conseil et plus souvent encore de la formation. Ça, c'est un schéma très classique. Voilà, sinon, après, en tant que personne, il se trouve que, contrairement à beaucoup de sondeurs aujourd'hui, j'ai eu dans ma jeunesse des engagements politiques et je garde de très bons souvenirs de ces périodes militantes. Ça a été, disons-le très clairement, d'une part, de manière encartée au sein du mouvement des citoyens, qui était une création de Jean-Pierre Chevènement, donc, que j'ai rejoint après la Première Guerre du Golfe et le traité de Maastricht. Et j'y suis resté 3-4 ans. Là, c'était un engagement formel et assez important. De manière, cette fois-ci, informelle, non encarté, mais peut-être plus durable. J'étais assez proche de mouvements d'extrême gauche, et plus précisément d'une tradition marxiste-léniniste. C'est ce qu'on appelle le trotskisme, tout simplement. J'en ai jamais été membre réellement d'une organisation, mais disons que j'y ai acquis un certain nombre de... comment dirais-je, de qualité et de travers. Voilà, donc c'est à peu près tout. Après, vous savez, quand vous êtes sondeur, vous ne pouvez pas avoir d'activité réellement politique déclarée, ou en tout cas pas jusqu'à un certain niveau. Mais disons qu'effectivement, ça, j'ai jamais considéré, comment dirais-je, que cette activité militante ne contribuait pas, si vous voulez, à la construction de l'individu. Pour dire les choses autrement, par tradition familiale, par personnalité, je considère comme très important d'essayer d'avoir une construction idéologique assez stable et de participer aux affaires politiques. Et aujourd'hui, donc, vous avez lancé l'Institut de formation du Rassemblement national. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? Oui, alors, jusqu'à ces derniers mois, je n'avais pas travaillé ni avec Marine Le Pen, ni avec le Rassemblement national. J'avais eu très souvent des conversations avec Marine Le Pen ou d'autres personnalités, mais ça c'était le cas aussi pour des gens d'autres familles politiques. Mais ça n'avait pas donné lieu, disons, à un accord avec ma société. Inversement, il y a eu un pas décisif qui a été franchi à l'été dernier, après différentes conversations avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Nous avons décidé ensemble donc que me soit confiée la création et l'animation d'une école théorique au sein du Rassemblement national. Alors c'est quoi Campus Emera puisque cette école théorique s'appelle Campus Emera. Déjà, ce n'est pas toute l'école des cadres du Rassemblement national. Je précise tout de suite qu'il existait déjà et qu'il existe encore une école opérationnelle destinée aux candidats notamment, les bonnes pratiques militantes, les bonnes pratiques de campagne, qui est animée par le directeur général du Rassemblement national, M. Gilles Penel. Ça marche très bien. Alors ça se développe puisqu'il y a quand même un développement militant important au sein du Rassemblement national. C'est cette école qui a formé aussi des candidats pour les législatives. Il y a aussi la formation des élus. Ça relève d'une toute autre logique, puisque ça, c'est quelque chose qui est prévu par l'État, qui repose sur de l'argent public et qui est confié à différentes associations. La logique est tout à fait différente. Donc, inversement, moi je m'occupe simplement, on appelle ça l'école des cadres, mais c'est l'école théorique. Alors il y a deux volets importants. C'est d'abord un site qui s'appelle campusemera.fr qui est à la fois un média d'idées. Il y a des interviews de personnalités qui n'appartiennent pas au Rassemblement national, mais qui acceptent de venir présenter leur dernier ouvrage ici. Je pense par exemple à l'ambassadeur de France, Xavier Driancourt. Je pense à la youtubeuse issue du parti de gauche, Tassiana Ventose, Michel Maffezoli, le sociologue et philosophe bien connu, etc. Et puis, il y a réservé aux adhérents, mais accessible à tous les adhérents, eh bien, il y a une série de cours qui sont disponibles sur ce site. Ça fonctionne un petit peu comme le site de certains journaux, vous voyez, où si vous êtes abonné ou non, vous n'avez pas accès tout à fait aux mêmes choses. Là, les adhérents ont droit à tout, et ces cours sont dispensés par une proportion variable de gens issus du Rassemblement national
et de personnes extérieures. Mais généralement, ce sont des députés, des assistants parlementaires et d'autres cadres du Rassemblement national, spécialistes d'un sujet, et qui viennent présenter telle ou telle thématique, des cours sur le populisme, par exemple. J'ai fait justement un cours sur l'extrême gauche trotskiste. Ça me paraissait important de pouvoir décoder, on va dire, un certain nombre de discours et pour mieux les combattre. Ensuite, il y a des cours très institutionnels sur les modes de scrutin, etc. Et puis, mais tout ça, il y a déjà une vingtaine de cours, ça se développe régulièrement. Et c'est appelé à rester là, à être à disposition. Il s'agit en quelque sorte d'avoir des militants qui disposent d'une bonne culture générale, pour ceux qui en tout cas souhaitent s'investir là-dedans. C'est finalement un bien politique assez traditionnel pour les partis, à condition qu'il s'agisse de partis de masse. Un sociologue qui s'appelle Daniel Legaxi a parlé de ces rétributions symboliques du militantisme. On ne peut pas avoir des militants qui soient là uniquement pour coller les affiches, contribuer à des campagnes. Alors ça existe, c'est par exemple ce que fait la France Insoumise, qui elle, c'est en quelque sorte une flash mob. Il n'y a pas d'adhérents, mais à chaque campagne, notamment présidentielle, eh bien, il y a des événements qui sont organisés, des grandes manifestations, des choses comme ça. Il y a un fichier d'adresse qui est disponible visiblement et qui permet de stimuler des gens qui participent à la campagne des leaders de la France Insoumise sans disposer ensuite de la moindre rétribution symbolique et surtout n'ayant absolument aucun pouvoir. Vous savez, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de carte d'adhérent, il n'y a rien du tout. Le Rassemblement national a fait un choix radicalement différent par rapport à celui de la France Insoumise, ou celui d'ailleurs de Renaissance, la République En Marche, qui était République En Marche, il n'y avait strictement rien, si vous voulez, comme cadre d'engagement militant de manière structurée. Non, là, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé dans cette aventure. Les conversations que j'ai eues l'été après les législatives avec Jordan Bardella et Marine Le Pen m'ont convaincu qu'ils voulaient réellement développer le Rassemblement national comme parti, et que celui-ci assume sa vocation de parti de masse. C'était un souhait de leur part, mais c'est aussi une nécessité dans la mesure où on a bien vu la mobilisation de toute la superstructure, en quelque sorte, contre le Rassemblement national entre les deux tours de la présidentielle. Pour résister à de telles pressions, il vaut mieux avoir un rayonnement à la base via ce parti, le Rassemblement national, comme un parti de masse. J'étais très satisfait, si vous voulez, de constater cette foi en la forme parti de la part de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, et je me suis dit que ça valait le coup, et qu'effectivement, il fallait que les militants reçoivent de leur parti quelque chose qui n'est pas disponible ailleurs. Il ne s'agit pas de former des gens pour qu'ils passent des concours administratifs ou des concours de culture générale. Il s'agit qu'ils disposent de connaissances qui sont présentées d'une manière qu'ils ne trouveraient pas autrement. Aujourd'hui, au fond, toutes les connaissances sont disponibles sur Internet. Mais là, il y a quelque chose qui est présenté de manière politisée, à la fois objective et politisée. C'est exactement le genre de bien qu'on recevait autrefois dans tous les partis de masse, notamment les partis issus du mouvement ouvrier. On y acquérait une culture, un vocabulaire, des références historiques particulières. C'est ce qu'on entreprend, notamment avec campusemera.fr. Et puis il y a autre chose, qui correspond plus à l'idée d'école des cadres. Ça, c'est quelque chose qui va être lancé de manière pratique. On est en train de le préparer, mais de manière pratique à la rentrée, en septembre. Là, ce seront des stages de formation sur des équipes, des promotions en nombre réduit, forcément, de militants venus de la France entière, qui viendront sur des thématiques essentielles pour le combat politique actuel. Il y aura des stages sur l'idée de nation, des stages sur, plus en philosophie politique, sur l'idée de conflit dans les sociétés et dans le débat politique, avec différents auteurs que je vous laisse imaginer. Il y aura des stages sur le pouvoir municipal, sur l'immigration, tout cela, pour que là, on ait véritablement des cadres qui soient très formés,
et ayant des connaissances leur permettant de prendre l'ascendant dans le débat public et de préparer l'exercice du pouvoir au niveau local et, j'espère, national. Vous avez donc quelque chose qui est beaucoup plus développé, avec ensuite des conférences qui sont faites à la demande, et puis il y aura sans doute des stages plus prolongés pour une élite plus restreinte à terme. C'est un projet là qui est vraiment sur la durée. Encore une fois, c'est des choses qui sont, de mon point de vue, extrêmement intéressantes. Et moi, je suis extrêmement content d'avoir l'occasion de rencontrer tous ces formateurs et tous ces militants. En 2 ans, Livre Noir est parvenu à devenir un média puissant et de qualité, suivi par une communauté jeune et engagée, avec plus d'1 demi-million d'abonnés sur nos réseaux sociaux et près de 40 millions de vues sur YouTube. Ce sont déjà plus d'une centaine d'entretiens, avec des personnalités d'horizons politiques et intellectuels variés, souvent en rupture avec la doxa dominante, largement véhiculée dans les grands médias traditionnels. Ce sont des documentaires chocs, réalisés en zone sensible, pour vous apporter l'information la plus juste et la plus authentique possible sur l'insécurité, l'identité, la politique ou encore les relations internationales. Désormais, grâce à votre soutien, Livre Noir franchit un nouveau cap, en lançant une revue trimestrielle de 120 pages, dont le premier numéro, qui sortira en septembre, sera consacré à une grande enquête sur l'immigration, pour laquelle nous avons sillonné la France et voyagé à travers le monde ces 6 derniers mois. Vous nous connaissez, vous savez que le beau, l'impertinence, la profondeur et la soif du terrain font partie de notre ADN. Alors faites-nous confiance. Si vous voulez nous aider à porter le débat public sur la question migratoire, et à proposer ce livre noir de l'immigration que nous attendons tous depuis longtemps, n'hésitez plus et commandez en prévente notre magazine sur la plateforme magazine.livrenoir.fr. Merci à tous et bon entretien. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on voulait vous recevoir, parce que pour moi, je pense qu'on reviendra tout à l'heure quand on parlera vraiment de Marine Le Pen et de sa stratégie. C'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on voit que le Rassemblement national justement se lance dans de la métapolitique en fait, alors que pendant plusieurs années, souvent, elle critiquait cet aspect-là, elle voulait simplement être dans la dynamique électorale, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une convergence de vues sur les droites et ailleurs, sur la nécessité de mener ce combat culturel. Justement, dans le débat un peu culturel, que je pourrais dire à droite, pardonnez-moi de résumer à ça, la théorie justement du bloc contre bloc, je disais tout à l'heure, fait couler beaucoup d'encre. On avait reçu justement ici, il y a 2 semaines, Patrick Buisson, qui justement critiquait en fait votre approche. Éric Zemmour également la semaine dernière, qui critiquait votre approche, parce que, il faut le dire, pendant toute la campagne présidentielle, en fait, il y avait l'idée que Marine Le Pen reposait sa stratégie sur votre ouvrage, qui disait qu'on opposait aujourd'hui le bloc populaire face au bloc élitaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, je constate qu'effectivement, Marine Le Pen a cité ces blocs, a nommé ces blocs durant la campagne, lors de différentes émissions ou discours. C'est arrivé parfois. Est-ce que pour autant, je pourrais dire qu'elle s'est inspirée de ma théorie ? Elle a repris des termes, mais je ne crois pas véritablement, puisque lorsque j'écris, excusez-moi de me citer, mais puisque vous me le demandez, le Nouvel Ordre démocratique en 2015, où j'explique, en tout cas je développe l'idée que le clivage gauche-droite va rentrer dans une crise profonde lors de la prochaine échéance présidentielle. C'était donc à l'époque celle de 2017. Je ne me suis pas trop trompé, sauf que ce dépassement du clivage gauche-droite a été effectué de manière beaucoup plus radicale encore que je le pensais, via Emmanuel Macron. Ensuite, en 2019, après, à la fin du mouvement des Gilets jaunes, là je publie Bloc contre Bloc. Et enfin, j'ai complété ça, c'est la même thèse en fait, 2 ans plus tard, avec Bloc populaire. Quand j'écris ces livres, notamment Bloc contre Bloc, je ne fais qu'analyser ce que je constate. J'en donne une interprétation de ce que je vois se dérouler sous mes yeux. Mais ce qui se déroule sous mes yeux, et notamment le fait qu'il y a une vraie logique à l'opposition au second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et que cette logique, elle est à la fois idéologique, politique, sociologique. Ça, je l'ai sous les yeux. C'est-à-dire, je décris la pratique des acteurs politiques, à commencer par la pratique de Marine Le Pen. Si vous voulez, c'est elle qui fonde
ce que j'écris en quelque sorte par son action à la tête du Rassemblement national, enfin du Front national puis du Rassemblement national, depuis janvier 2011. Vous avez donc, voilà, c'est... Donc effectivement, quand vous mettez ensuite des mots sur une pratique, et quand vous développez théoriquement certaines potentialités de cette pratique, vous finissez par jouer un rôle politique, puisque les acteurs qui le faisaient déjà, en reprenant vos termes, parfois finissent par en comprendre davantage la logique. Et je crois que là-dessus, donc vous voyez, il y a une dialectique en quelque sorte entre la chose que j'ai observée, c'est-à-dire cette polarisation, et la théorisation de ce phénomène qui en engendre la contestation ou bien la systématisation par les acteurs. Mais voilà, c'est un peu des mots, comment dirais-je, qui ne se... Je n'essaye pas d'intellectualiser la chose, je dis simplement qu'effectivement, cette idée est quasiment toujours fausse, de toute façon, qu'un acteur politique majeur va suivre une théorie que quelqu'un lui aurait apportée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'observe la vie politique depuis plus de 30 ans et derrière, dans les coulisses, ça ne fonctionne jamais comme ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi pressés de s'attribuer, je pense à des journaux communicants comme Jacques Séguéla, vous savez, qui a essayé de faire croire pendant des décennies que c'était lui qui avait fait élire François Mitterrand en 1980. Et les intellectuels, c'est pareil, chacun s'attribue la victoire, etc. Les mêmes, d'ailleurs, sont jamais présents quand ils ont réellement discuté ou conseillé des gens qui ont ensuite été défaits. Ça, c'est classique. Et donc, en réalité, derrière ces discours-là, il y a surtout des discours d'autopromotion. Moi, je ne pratique pas cet exercice dans la mesure où il est simplement faux. Voilà, donc... Après, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, dans les faits, sur cette théorie, sur ce que vous expliquez justement, il y a une opposition entre Éric Zemmour, par exemple, et Marine Le Pen. Un Éric Zemmour qui va beaucoup plus s'accentuer sur le fait de dire qu'il ne faut pas jouer en fait la lutte des classes, il ne faut pas aller dans cette logique d'essayer simplement de parler au bloc populaire, et Marine Le Pen. Alors maintenant que j'ai évacué l'idée selon laquelle je serais l'inspirateur de je ne sais pas quoi, ce qui, encore une fois, une idée qui me flatterait mais qui est fausse, hein, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il se produit, me semble-t-il, et qu'est-ce que je contribue à théoriser et peut-être à amplifier. Tout d'abord, un phénomène de polarisation sociale, c'est-à-dire du vote. Je n'ai jamais connu, dans mon activité de sondeur, et un peu de sociologue, si vous voulez, je n'ai jamais connu une telle proximité entre la condition sociale des gens et le vote des gens. Si vous prenez l'élection présidentielle de 2012, là vous avez un affrontement Sarkozy-Hollande, c'est un peu le champ du cygne du clivage gauche-droite. Au second tour, les chiffres du CEVIPOF sont très clairs là-dessus. Au second tour, vous n'avez pas de contraste au niveau du niveau de diplôme, de l'âge, de la catégorie sociale, ou même du lieu d'habitation, entre périphérie urbaine, centre-ville, zone rurale. Aucune différence entre ces deux masses, le vote Sarkozy et le vote Hollande, de second tour. Ça, c'était plus que des blocs, en quelque sorte, unis par un lien culturel, un lien d'identité politique, enfin réduit à ces notions très vagues, me semble-t-il, de gauche et de droite. C'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, que ça n'a pas tenu très longtemps ensuite. Le contenu, en quelque sorte, de classe de l'opposition entre Hollande et Sarkozy au second tour, s'était totalement estompé. En tout cas, n'était pas lisible au niveau des grandes masses. Depuis 2015, et ça donc c'était marqué en 2017 et surtout en 2022, vous avez des clivages dans le vote de second tour, comme dans le vote de premier tour, très nets entre Macron et Le Pen, en termes de niveau de diplôme, très clairement, en termes de lieu d'habitation, avec l'opposition entre, ce qu'on va dire, pour reprendre le terme de Christophe Guilly, la France périphérique et la France des métropoles, pour aller vite, et surtout au niveau du revenu et de la catégorie socio-professionnelle. Plus vous avez de l'argent, plus vous votez Macron, moins vous avez d'argent, plus vous votez Marine Le Pen. C'est absolument linéaire. Si je prends la catégorie socio-professionnelle, alors ça c'est la nomenclature de l'INSEE, je vais m'intéresser au CSP-.
C'est-à-dire CSP-, c'est un vilain acronyme pour parler des catégories socio-professionnelles d'exécution. Alors, c'est ce qu'on appelle les catégories populaires en sociologie, depuis toujours. Ce sont des gens qui sont actifs et qui appartiennent à l'ensemble des employés ou des ouvriers. La différence entre employés et ouvriers, c'est les employés, c'est un travail qui n'est pas physique, les ouvriers, c'est un travail qui est physique. C'est la classification de départ, c'est une différence qui en réalité, au gré de l'automatisation notamment, s'est beaucoup estompée. Et aujourd'hui, il y a des ouvriers qui travaillent dans la manutention, mais qui sont en train d'appuyer sur des manettes, qui ont un travail moins physique que des employés, par exemple, qui eux doivent manipuler des choses et qui se foutent en l'air la colonne vertébrale. Vous voyez, voilà. Donc, mais enfin, c'est la classification des métiers comme ça. Il faut savoir que ces catégories regroupent énormément de monde. Plus de 45% de la population active est composée d'ouvriers et d'employés. Le couple le plus fréquent en France n'est pas un couple de cadres, n'est pas non plus un couple d'ouvriers, c'est un couple dont l'homme est ouvrier et la femme employée. Encore une fois, ces catégories populaires n'ont pas disparu et elles ont, entre employés et ouvriers, un niveau de revenu, un niveau de patrimoine très faible qui est tout à fait similaire. Et on peut penser qu'elles développent aussi des modes de vie, des pratiques culturelles assez proches. Ça, c'est uniquement les catégories populaires. Et après, vous avez les CSP+, et on met de côté, en France, et on a raison, je crois, les retraités. Si vous comprenez les catégories populaires, Marine Le Pen réalise un score vraiment très impressionnant. 36% des employés et des ouvriers, c'est le même score dans les deux catégories, ont voté pour elle, je parle en suffrage exprimé, lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Au second tour de l'élection présidentielle de 2022, 57% des employés ont voté Marine Le Pen, 67%, et même d'après une étude du CIPOV, jusqu'à 70% des ouvriers ont voté Marine Le Pen. Inversement, à peu près la même proportion, 70% des cadres supérieurs, population importante, cadres supérieurs, profession intellectuelle, on appelle ça comme ça, eh bien, eux ont voté pour Macron. Et effectivement, ce clivage, donc cette différence entre la sociologique structure depuis maintenant longtemps, depuis au moins 2015, eh bien, structure désormais les clivages électoraux. Donc vous contestez par exemple ce que Patrick Buisson disait chez nous, c'est-à-dire qu'au second tour, il y avait eu plus de catégories populaires qui avaient voté pour Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen. Alors ce chiffre est répété en permanence par Éric Zemmour, ce chiffre ne repose sur rien, ou plutôt sur un tout petit truc dont je vais vous parler. Encore une fois, moi j'ai aucun problème à avoir des différents d'analyse, visiblement c'est le cas avec Éric Zemmour ou Patrick Buisson, mais lorsqu'on parle de chiffres, de données électorales, là je suis obligé de les contredire. Prenez sur Internet, allez voir sur Internet les sondages post-électoraux des différents instituts et ceux du CEVIPOF. Vous tombez sur les chiffres pour Ipsos et le CEVIPOF que je viens de vous donner, et pour les autres instituts sur le même ordre de grandeur. C'est une réalité, encore une fois on le constate au niveau des revenus, au niveau de tout. Alors ce chiffre, je vais vous le donner exactement, c'est, parce que Éric Zemmour le répète souvent, il dit au second tour, 31% des catégories populaires ont voté Macron, 29% Marine Le Pen, et le reste s'est abstenu. Voilà ce qui serait la réalité. Ça m'a beaucoup surpris. Alors du coup, ça m'a rappelé un livre que j'avais lu, je suis allé chercher. C'est un livre de Luc Rouban, qu'il a sorti il y a quelques mois. Luc Rouban, sociologue plutôt marqué à gauche, mais qui, c'est pas tout à fait un hasard, vous allez voir pourquoi, qui travaille pour le CEVIPOF. Alors, dans son livre, ce chiffre apparaît. Et on n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Alors j'ai vraiment cherché, ça m'intéressait beaucoup. D'après il y a deux hypothèses, parce que c'est démenti par les chiffres du CEVIPOF eux-mêmes. Parce que pour vous, l'étude en fait n'existe pas. Si, alors je crois que... Non, mais je ne dis pas que Luc Rouban n'a pas inventé ces chiffres. Il les tire de quoi? Alors, il y a deux hypothèses, c'est pas clair dans son livre. Soit, il a pris les 10% de Français qui s'auto-désignent comme membres des classes populaires. En effet, les gens n'aiment pas
se classer parmi les catégories populaires de la même manière que vous connaissez personne qui va se classer dans un sondage parmi la bourgeoisie. Ça viendrait à l'idée de personne. C'est d'ailleurs peut-être le problème de ces termes de bloc populaire, parce que c'est un terme d'analyse auquel je tiens, mais c'est peut-être pas un terme d'usage politique très, très efficace. Parce que les gens n'aiment pas se dire membre des catégories populaires, ça fait un peu loser, pour dire les choses clairement. Et puis aussi... Surtout quand on compare en bloc élitaire. Donc. Oui, mais catégorie populaire, ça fait aussi penser quand même un peu à Front populaire, donc c'est marqué à gauche, voire pour les plus anciens, à démocratie populaire. C'est bizarre comme terme. Les gens, ils sont ouvriers, enfin, ils connaissent leur métier, mais est-ce qu'ils vont se classer? C'est presque comme se classer parmi les pauvres. On n'aime pas ça, c'est aussi bête que ça. Donc, les gens qui sont dans les catégories populaires, réellement, par leurs revenus, leur patrimoine et leur statut professionnel, se classent généralement dans cette très vaste catégorie, alors c'est la classe sociale subjective, parmi les classes moyennes modestes. C'est comme ça que... Alors vous avez une très grande différence d'ailleurs entre ceux qui se placent dans les classes moyennes modestes et ceux qui choisissent de se classer dans les classes moyennes supérieures. Donc il me semble que Luc Rouban utilise une question, parce qu'il la cite dans son livre, une question d'autopositionnement, ce qu'on appelle la classe sociale subjective, et qu'il fait reposer son analyse du vote des catégories populaires sur les seuls 10% de Français s'étant autopositionnés là-dedans. Donc d'une part, je pense que l'ouvrier qui va se placer dans les catégories populaires ne ressemble pas à celui qui ne s'y classe pas. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas en activité ou même qui sont plutôt dans les professions intermédiaires qui, pour des raisons idéologiques, vont choisir de se placer, par exemple des profs, dans les catégories populaires. Enfin bref, et en tout cas, c'est ces 10% qui effectivement auraient peut-être ce comportement-là. Je crois que c'est ça, ou alors c'est ce qui paraît le plus vraisemblable dans son livre, ou alors il aurait intégré de manière artificielle, parce que ça ne se fait jamais, dans le vote des catégories populaires, il aurait intégré les retraités, ouvriers et employés. Or ça, j'ai eu l'occasion de l'écrire dans 3 bouquins successifs, les retraités ont un comportement électoral très différent de la catégorie sociale à laquelle ils appartenaient avant de prendre leur retraite. Oui, ça constitue vraiment si vous voulez, l'ouvrier CGT qui a fait grève pour les 35 heures, etc., qui a voté à gauche, pour caricaturer un peu, je vous dirais que quand il passe à la retraite, il trouve que 35 heures, c'est pas raisonnable, que ces petits jeunes, il faudrait peut-être qu'ils travaillent davantage. Alors pourquoi ? Parce que c'est une question, là aussi, d'origine du revenu. C'est là où je continue mon approche matérialiste, ce qui me différencie d'ailleurs des 2 auteurs que vous avez cités précédemment. C'est que c'est pas pour des raisons culturelles que les retraités votent pour Macron. À mes yeux, c'est pas parce que ce seraient des boomers, pourquoi pas des 68 ans, enfin tout ça, ça ne repose pas sur grand-chose. Les boomers sont déjà actuellement assez âgés, ceux qui n'ont pas connu la crise réellement dans leur activité. Les 68 heures, j'en parle même pas, et en plus, les gens qui ont fait réellement 68, en tout cas dans le milieu étudiant, étaient extrêmement rares en réalité. Hein. À l'époque, il y avait 300 000 étudiants, vous voyez, donc maintenant, donc ça, c'est des constructions idéologiques a posteriori. Non, ce vote particulier des retraités tient à l'origine de leurs revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'ils sont à la retraite, c'est pas du tout, insultant pour eux, puisque j'y serai sans doute assez rapidement, mais une fois qu'ils dépendent du travail des autres. Ils ont acquis comme actifs des droits, mais avec la retraite par répartition, ces droits, ils ne peuvent les faire valoir qu'à travers des décisions de l'État. C'est lui qui décide, par exemple, s'il fait contribuer ou pas les retraités actuels à l'effort de paiement des retraites. Ça pourrait être le cas. On aurait pu penser à une baisse des pensions. Enfin, je ne le souhaite pas, hein, mais vous voyez, c'est... Ils ne peuvent pas augmenter leurs revenus. Et ils ne peuvent pas se refaire, en quelque sorte. Ils sont dans une dépendance totale par rapport à la décision de l'État. Et on a vu que ça pouvait leur coûter cher en Grèce, par exemple. Quand l'Union européenne, la Commission européenne s'est occupée de la Grèce, eh bien, effectivement, les retraités grecs l'ont senti passer, si j'ose m'exprimer un peu vulgairement. Vous avez effectivement cette dépendance, et vous avez les retraités sont très, très inquiets. Et on les comprend pourquoi. Et donc, ils se disent que, prendre toute prise de risque économique, et pour eux, c'est difficile. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils étaient très favorables au maintien de la France dans l'euro, ce qui a coûté cher à Marine Le Pen en 2017. C'est pour ça que Macron, ils se disent, même s'il n'aime pas trop pour différentes raisons, ils se disent, il est crédible sur les marchés financiers.
Et on l'a vu avec la retraite à quel point, fait, ça compte. Voilà. Et puis, ils se disent aussi, c'est ça qui est terrible, et c'est là où on voit une forme de décadence de notre pays, c'est qu'on voit bien que beaucoup de gens se disent, un gouvernement comme celui du gouvernement de Mme Borne ou d'Édouard Philippe ne sont pas forcément très efficaces au niveau économique. On voit bien, les gens comprennent bien que la réindustrialisation, pour l'instant, est pour le moins balbutiante. Mais ils se disent, ces gens-là, ils sont crédibles, ils peuvent nous valoir l'indulgence de l'Union européenne, et puis surtout, avec eux, on va pouvoir continuer à emprunter. En tout cas, quelle qu'en soit la cause, j'aurai toujours ma pension jusqu'au bout. Et mon épargne ne sera pas menacée. Alors, presque je suis aussi long là-dessus, pour différentes raisons. Alors, je récapitule. D'une part, vous avez bien un vote très contrasté socialement. D'un côté, un vote Macron qui continue à reposer sur les cadres supérieurs, qui lui sont restés fidèles, et très largement les retraités. Dans ces deux catégories, Marine Le Pen a fait des scores très faibles, 12% chez les cadres supérieurs, 17% chez les retraités. Ça a augmenté par rapport à 2017 ou ça a augmenté très légèrement chez les retraités, on est passé de 14 à 17%. Ça a légèrement baissé, d'après Ipsos. Chez les cadres supérieurs, on est passé de 14% à 12%. Ça se traduit aussi dans le vote par ville. Vous savez qu'à Paris, au second tour, Marine Le Pen ne réalise que 15%. Alors c'est mieux qu'en 2017 où elle ne faisait que 10%, mais là à Paris où les gens sont souvent à haut niveau de diplôme, ou ceux qui ont la chance d'être propriétaires ou le mérite d'être propriétaires, voient leur fortune immobilière croître très rapidement. Là effectivement Marine Le Pen n'arrive pas à percer. Ce qui bouge actuellement, c'est d'une part, elle a renforcé son score parmi les catégories populaires, et surtout ce score s'élargit. Alors, oui, parce que c'est la question, c'est est-ce qu'elle a des réserves de voix ? Parce qu'il y a des catégories qui... Permettez-moi de reprendre un peu l'histoire électorale du Rassemblement national, de me concentrer là-dessus. Je crois qu'on peut voir trois périodes. La première période, la plus longue, c'est une période d'affirmation. C'est ce qui commence en 72, électoralement. Le Front National n'existe véritablement qu'à partir de 83-84, avant les scores sont marginaux. Et à partir des 10% aux européennes de 84, c'est un vote que j'appellerais d'affirmation. C'est-à-dire qu'il va demeurer présent, mais ça sera le tiers exclu du jeu politique. Au fond, l'alternance gauche-droite continue, sans problème, avec un Front National qui fait des scores qui lui permettent d'exister, parfois même un peu par effraction d'accéder au second tour en 2002, à la présidentielle. Mais il est littéralement cornérisé, si vous voulez, et donc il ne structure pas le jeu politique. Ça change à partir des élections de 2015. Là, il fait 28% aux européennes, 25% aux régionales, je crois. Et là, il y a un basculement. C'est-à-dire que ça va devenir une forme de second tour. On sait que Marine Le Pen sera présente au second tour en 2017, ce qui d'ailleurs permet à la gauche libérale et la droite libérale de se réunifier derrière Emmanuel Macron. Là, on rentre, première période d'affirmation, seconde période polarisation. Et là, c'est la logique des blocs. Il y avait un bloc élitaire autour d'Emmanuel Macron, un bloc populaire, donc le vote populaire plus des catégories qui s'allient à lui, autour de Marine Le Pen et du Front National, du Rassemblement National. Cette polarisation, elle se fait... Alors, il n'y a pas d'alternance, de fait. Marine Le Pen ne réussit pas à être élue, mais elle est sans problème au second tour, ou quasiment sans problème. Cette polarisation, elle repose sur cette logique, à la fois ces deux mondes culturels, deux mondes sociaux. Ça me paraît indéniable, et sincèrement, c'est pas Luc Rouban qui, évidemment, comme tout sociologue de gauche, n'a pas envie d'admettre que le peuple vote désormais pour Marine Le Pen, a trouvé quelque chose qui est un artifice. En fait, il a cherché une donnée sur une micropopulation, etc., pour nier l'évidence. Je me répète une dernière fois, 57% des employés ont voté pour Marine Le Pen, 67% des ouvriers. C'est exactement l'opposé par rapport aux cadres supérieurs. Et entre les deux, vous avez les classes moyennes qui votent plutôt Macron, mais qui votent en partie Marine Le Pen au second tour. Ça donne 41,5% des voix au second tour en 2022. La troisième phase, celle que nous connaissons actuellement, est une phase de généralisation du vote. Et si j'ose dire, le bloc élitaire, il existe depuis longtemps. Dans mes bouquins, dans mes articles, je le disais, le bloc populaire était davantage en construction.
construction difficile. Il a des handicaps qui sont indéniables. Mais je crois justement que le printemps 2022, le second tour de la présidentielle, puis législative, marque le passage, décidément, du vote populaire au bloc populaire pour Marine Le Pen. J'ai entendu dire aussi que la composante populaire dans le vote Marine Le Pen décroissait. En composition, ce n'est pas faux, puisque justement ce vote devient de plus en plus important. C'est bien parce qu'il attire de nouvelles catégories sociales. Les mouvements principaux aujourd'hui, c'est cet univers nombreux de ce qu'on appelle les professions intermédiaires et des fonctionnaires. Marine Le Pen a augmenté son score de 11 points chez les fonctionnaires de catégorie C, les fonctionnaires hospitaliers, les fonctionnaires territoriaux votent très largement et de plus en plus pour Marine Le Pen. Les professeurs, les fonctionnaires de catégorie A, très peu encore, il faut bien le dire. Mais là, vous avez une généralisation dans le cœur de la société des actifs pour Marine Le Pen. Les derniers sondages, alors je ne vais pas du tout ergoter sur le sondage qui donne Marine Le Pen qui l'emporterait face à Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat, etc. Ça n'a pas de sens, personne ne prend ça, c'est une indication, mais personne ne prend ça ni comme un pronostic, ni comme une information au sens plein. Ça veut dire simplement que les gens sont prêts à le dire maintenant dans un sondage. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas rien quand même, on n'aurait pas eu ça autrefois. Et si Marine Le Pen était donnée gagnante face à François Hollande, c'est une époque où tout le monde était donné gagnant face à François Hollande. Donc c'est absolument pas comparable. Donc là, vous avez cette généralisation, vous avez cette progression dans le cœur de la population active, dans ce qu'on appelle les catégories intermédiaires, ce qui est en fait les vraies classes moyennes, des techniciens, des instituteurs, etc. Ça se produit. Et reste effectivement le monde des vrais gagnants de la mondialisation. Cela, c'est très difficile en réalité d'obtenir un vote comme celui pour Marine Le Pen. Ça sera très très difficile. Est-ce que c'est pas caricaturé ? Et par contre, les retraités, ça peut changer. Est-ce que c'est pas caricaturé que de dire que finalement ceux qui vont continuer à voter Macron ou son successeur, ce sont les gagnants de la mondialisation ? Il y a aussi des oppositions structurelles, des progressistes, des gens qui seront toujours opposés à ce qu'ils appellent l'extrême droite. Ce vote-là, il existe encore et il continuera à exister. Il faut donner... Parce que j'imagine qu'il y a des macronistes, peut-être même qui nous écoutent, il y en a quand même, qui se disent pas qu'ils sont riches aujourd'hui ou qu'ils sont des gagnants, mais qui ne s'imaginent pas voter Marine Le Pen. Attendez, le bloc élitaire, c'est pas l'élite. De la même manière que le bloc populaire, c'est pas uniquement le vote populaire. Il est bien apparu que le bloc populaire ne pouvait pas gagner, enfin que un bloc populaire réduit au vote populaire ne pourrait pas gagner. Un bloc historique, au sens de Gramsci, c'est effectivement une construction autour d'un projet politique avec une alliance de classes sociales, mais dont l'une constitue le noyau irradiant en quelque sorte. C'est bien le discours des élites et des vrais gagnants de la mondialisation, qui ne sont pas très nombreux en fait, ou alors ce que David Goudart appelle les anywhere. Et David Goudart, il montre, regardez par exemple, David Goudart dans son bouquin Les deux clans, donc il fait l'opposition entre les gens de quelque part et les gens de partout, et donc il dit les anywhere, c'est à peu près 25% de l'électorat britannique. Mais il dit c'est des gens qui pensent qui ont un rapport positif, on va dire, à la mondialisation sous toutes ses formes. Mais il dit ceux qui sont vraiment les habitants du village global, c'est 3-4% de la population britannique, tout au plus. Mais les autres, pour différentes raisons, s'identifient à cela. De la manière, le bloc élitaire, il se construit comment ? Il se construit autour de véritables élites, moins de 1% de la population, très certainement. Après, de cadres supérieurs qui s'identifient, qui travaillent dans des multinationales, puis qui s'identifient à ce monde-là, c'est le noyau dur de ceux qui ont voté oui aux deux référendums sur l'Europe, et qui même, s'ils n'ont pas forcément tellement profité du passage au pouvoir d'Emmanuel Macron, pour eux, Emmanuel Macron est la personnalisation de leur idéal social, de ce qu'on leur a appris dans leurs écoles, de l'ambition de tout cadre qui veut faire carrière. Emmanuel Macron, c'est vraiment la quintessence d'un idéal social pour ces gens-là. Et puis vous avez les retraités qui, eux, de conditions différentes, quand même, pour ceux qui ont voté massivement pour Emmanuel Macron, parce qu'ils considèrent que, alors certains ont du patrimoine, mais beaucoup se disent aussi
c'est celui qui peut le mieux garantir le maintien de notre source d'existence, c'est-à-dire les pensions de retraite. Le bloc populaire, c'est bien sûr d'abord le vote populaire, dans la mesure où c'est le socle. C'est ce qui permet à Marine Le Pen d'être présente au second tour, à chaque fois. Sans le vote populaire, personne ne peut y arriver. Et ce vote populaire, c'est véritablement le trésor à conserver. C'est devenu un véritable vote de classe aujourd'hui pour Marine Le Pen. Qui est une rente aussi, pas forcément au sens négatif. C'est devenu un vrai vote de classe. Un vote de classe, c'est pas un vote d'intérêt. Un vote de classe, c'est quand vous votez pour des gens qui vous ressemblent, qui incarnent votre être social. Les cadres supérieurs, quand ils votent Macron, ils votent pas spécialement pour leur intérêt. Ils n'ont pas mesuré dans le programme si qu'ils allaient gagner ou perdre. Mais c'est l'incarnation de leur être social. Ça, c'est un vote de classe. Ils voteront toujours Macron contre ce qu'ils appellent les populistes. C'est comme ça. De la même manière qu'à une époque, les profs, les instituteurs du public, ils votaient pour la gauche. Même si la gauche ne promettait pas grand-chose, c'était ce vote de classe. Voilà. Là, vous avez un vote de classe de la France d'en haut pour Macron, c'est comme ça. Vous avez ensuite un vote de classe qui s'est construit, une forme de lien d'affection réciproque entre les théories populaires et Marine Le Pen. Il suffit de voir ses déplacements sur le terrain. C'est assez impressionnant à voir en réalité. Il m'est arrivé souvent de déjeuner, bien entendu, avec des dirigeants politiques. Par exemple, des dirigeants de droite, vous avez des gens qui viennent les saluer dans des brasseries chères de Paris et les féliciter d'avoir tenu la dragée haute à tel ou tel leader de gauche dans une émission précédente. Pour Marine Le Pen, c'est pas ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est que les gens qui travaillent en cuisine, les serveurs, etc., viennent la voir pour la remercier. Là, vous avez un esprit de classe sociale qui se construit. C'est effectivement, il y a ce lien particulier, qui est un lien qui caractérise des leaders qu'on appelle populistes souvent, entre ces catégories de travailleurs, d'exécutants et Marine Le Pen. Justement, j'ai une question là-dessus. Et ça lui permet, attendez, je voudrais juste continuer ce raisonnement-là, c'est que ça permet à Marine Le Pen d'accéder, d'être la force d'alternance, et ensuite, pour gagner, d'agréger autour d'elle des catégories. Et évidemment, personne, jamais, nulle part, n'a pensé prendre le pouvoir démocratiquement avec uniquement le vote des catégories populaires. Ça n'existe pas. Alors c'est parfois, on m'a prêté parfois cette ambition, mais c'est mal me considérer quand même, parce que c'est absurde. Même si les catégories populaires votaient à 100% pour Marine Le Pen, ce qui est évidemment impossible, pour des raisons y compris culturelles d'ailleurs, elle n'y arriverait pas avec ce seul vote. Mais justement, ce qui se produit actuellement, comme elle incarne une force d'alternance, elle agrège autour d'elle de nouvelles forces, notamment des forces qui ont compris, et ça c'est très important, on parle de bataille culturelle, voilà ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est qu'il y a une immense différence entre les catégories populaires et la bourgeoisie dans leur rapport à la nation. C'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, les catégories populaires n'ont pas le choix. Elles ont besoin de la nation. Tandis que la bourgeoisie, qui a été à une époque une bourgeoisie nationale, la bourgeoisie française, est aujourd'hui une bourgeoisie qui, en grande partie, ne ressent plus ce besoin de la nation. Il suffit de regarder les cours dispensés dans les écoles de commerce, très simplement, ou dans l'école que j'ai faite, qui à l'époque, on n'entendait pas la même chose à l'époque. C'était une période intermédiaire. Mais aujourd'hui, à Sciences Po, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne valorise pas le cadre national. Et je crois, je développerai pas sur ça si vous le souhaitez, que l'hypothèse de s'appuyer d'abord sur la bourgeoisie nationale et ne pas comprendre ce qu'est devenue la bourgeoisie française. La bourgeoisie. Vous pouvez te faire avec Zemmour, par exemple. Oui, enfin, j'entends ces termes. Alors, partons. Parce que c'est l'opposition, je fais juste la parenthèse, mais qui vous coupe pas, parce que c'est dans la lancée. Une des critiques, justement, je vois très bien, lorsqu'ils entendront votre entretien, la critique, c'est de dire, en fait, au Rassemblement national, ils ont une vision très cynique et pragmatique des gens. Et donc, du coup, ils vont parler uniquement de pouvoir d'achat. Ils vont pas parler trop intello, pas trop de ça, parce qu'ils partent du principe que, en gros, les pauvres, ce qu'ils veulent, c'est gagner plus. Et vu qu'au Rassemblement national, ils sont convaincus que, de toute façon, l'élite ne votera jamais pour eux, et du coup, ils se sentent pas obligés de pouvoir essayer d'aller chercher des cadres. C'est globalement l'opposition, oui, une maréchale oui. marine, c'est ça qu'ils font comme opposition, et donc ils s'appuient sur le fait de dire, nous, on va aller chercher cette bourgeoisie patriote.
Alors, j'ai beaucoup, oui, on tourne en rond, en fait, vous avez raison, c'est à peu près, ces arguments s'échangent. Alors, j'ai essayé non pas de les contredire, mais de proposer ma propre vision Bien des sûr. choses. Les catégories populaires, on en a parlé, vous avez vu ce qu'on désigne par cela. Ouais. On met de côté l'univers des retraités, mais parmi les actifs, il y a ce qu'on appelle la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est les cadres supérieurs, mais c'est aussi les propriétaires. Et il est évident que tout le monde veut avoir des membres de la bourgeoisie parmi ses électeurs et surtout parmi ses équipes. Le peuple n'est pas contre les élites. Le peuple veut des élites qui les respectent et qui soient surtout utiles au pays, qui soient efficaces. Donc il est évident qu'une force politique a besoin, pour accéder au pouvoir, d'avoir des fractions des élites, au minimum, qui la soutiennent et qui s'affichent. Mais alors, ça c'est autre chose, ça c'est particulier. Que Marine Le Pen ait besoin d'avoir des membres des élites qui la rejoignent et qui constituent des équipes prêtes à gouverner au niveau local et au niveau national. C'est évident qu'elle ait besoin d'avoir des relais dans la haute administration et parmi les dirigeants d'entreprise. Elle en a peut-être plus qu'on ne le croit d'ailleurs, même si évidemment le coût social pour s'afficher auprès d'elle pour l'instant est prohibitif. Mais vous avez donc, ça c'est une évidence. Mais est-ce que l'on doit s'appuyer sur cette alliance entre la bourgeoisie nationale et les classes populaires? Moi, a priori, j'ai rien contre. Je rappelle qu'il y a par ailleurs les classes moyennes qui existent, qui sont très nombreuses. Et pas, les classes populaires, c'est ce qui polarise ces deux blocs. Mais ces deux blocs, ils représentent 50% de la population. Au milieu, il y a les retraités, les professions intermédiaires, etc. C'est des forces qui, encore une fois, qui aimantent, en quelque sorte, le paysage politique à mes yeux et qui déchirent le clivage gauche-droite de manière très durable. Ça, c'est nous différencier. Ceux qui disent qu'il faut réunifier une forme de droite avec ce qui était censé être le RPR, ce qui est d'ailleurs plutôt le RPF, mais enfin, passons, c'est-à-dire le vote des catégories populaires de droite et de la bourgeoisie nationale. Alors là, ça pose la question de la nature de la bourgeoisie française actuelle. Allons vite. La bourgeoisie nationale, c'est un terme qui est utilisé depuis longtemps. Pas spécialement par les milieux nationalistes. C'était très utilisé aussi dans les courants marxistes, ou bien, de manière plus intéressante, en Amérique latine, dans les pays semi-coloniaux, la Chine par exemple. Il y a eu beaucoup de gens des patriotes, qui se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser le système colonial dont ils ne voulaient plus, ou bien des rapports de domination, comme l'Amérique latine par rapport aux Américains, par exemple. Et tous ces gens-là ont réfléchi comment on peut rassembler notre peuple efficacement pour reconquérir une indépendance formelle et réelle. C'est posé la question de la bourgeoisie. Et dans certains pays, ils se sont dit, notre bourgeoisie est une bourgeoisie nationale, on peut s'allier avec eux, avec les paysans, les ouvriers, voilà. Et puis, dans certains cas, les gens disent, c'est pas possible, il va falloir passer par les catégories populaires pour sauver l'indépendance de notre pays. Pour la Chine, c'est vraiment le grand débat qui oppose ceux qui vont gagner et le Kuomintang. Et donc, ça donne lieu à une théorisation. Alors, c'est un peu une image, nous ne sommes pas la Chine, si vous voulez, de 1920, mais malgré tout. À l'époque, ils vont développer un terme qui me paraît malheureusement très fécond. Je le déplore, mais malheureusement, je crois qu'il s'applique en grande partie à la France actuelle. C'est celui de bourgeoisie comprador. La bourgeoisie comprador, c'est un terme qui désigne je crois que c'est un terme portugais, me semble-t-il au départ, vous savez, dans les concessions, etc. Une bourgeoisie qui est du pays dominé, mais qui est en fait la fondée de pouvoir de la bourgeoisie internationale qui, elle, possède les vrais intérêts. C'est très développé notamment encore une fois par les théoriciens sud-américains, en disant malheureusement nous n'avons pas une vraie bourgeoisie nationale, c'est-à-dire qui est attachée au développement de l'industrie nationale, au développement de l'agriculture, etc. nationale, mais qui en fait vit et prospère, parfois gagne beaucoup d'argent, en étant au service d'un capital étranger. Longtemps, la France a eu une formidable bourgeoisie nationale,
Contrairement à ce qui a été dit souvent à gauche, la bourgeoisie française en 1914 a été une bourgeoisie nationale. Bon, il se trouve que mon grand-père était étudiant à l'époque, enfin lycéen à Saint-Jean-de-Passy. Vous voyez, il m'a toujours dit, tous les matins, nous étions appelés pour aller honorer la mémoire d'un ou plusieurs anciens élèves de ce lycée de Passy, donc fréquenté par la haute bourgeoisie, qui venaient de tomber au champ d'honneur. Donc il m'a dit, oui, ce que raconte le Parti communiste, etc., sur la bourgeoisie de Planqué, etc., c'était faux. La jeunesse bourgeoise, c'était souvent en plus des sous-lieutenants, et a donné son sang en 1914, par exemple. Et vous aviez une bourgeoisie qui, en France, à l'étranger, dans les colonies, etc., a donné son talent, son argent aussi, dans le cadre de l'intérêt national, parce qu'elle avait un marché national. Gramsci décrit cette bourgeoisie nationale italienne, notamment au Piémont et en Lombardie, qui va faire l'unité italienne, le Risorgimento. C'est là où il construit sa notion de bloc historique, parce qu'aussi elle a un intérêt à constituer un grand marché national. Et les intérêts matériels de la bourgeoisie italienne ou française, dans ces temps-là, eh bien, étaient au fond les intérêts de la nation. Et il lui donnait son talent, etc. Bon. Aujourd'hui, ce n'est pas la faute de la bourgeoisie, mais les circonstances ont changé. Aujourd'hui, vous avez, les deux phénomènes s'entretiennent mutuellement. Arnaud Montebourg a eu des mots terribles. Il parle de trahison pour les dirigeants de certaines entreprises qui passent sous capitaux étrangers devant la commission d'enquête. Moi, je dirais pas, c'est pas à moi de tenir ce genre de propos. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une bourgeoisie qui est de moins en moins nationale dans ses intérêts mêmes, qui mène des carrières pour ses enfants dans les écoles de commerce, des carrières au service de groupes étrangers, et qui ne développent pas un sens patriotique particulier. S'ils peuvent gagner leur argent avec des actions de General Electric, par exemple, à la place de jeux d'actions d'Alstom, ils n'y voient pas malice. Et personne ne leur reproche, bizarrement. Vous avez donc, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que vous avez une bourgeoisie dont les intérêts, lorsqu'elle est active, la poussent très souvent à se mettre au service d'intérêts étrangers. Donc elle n'est plus tellement nationale, ni dans son comportement, ni dans ses ressources. Vous avez un autre problème qui vous montre bien à quel point cette notion de bourgeoisie nationale est en crise. Et ça, encore une fois, c'est la faute de personne. Et c'est comme ça. Si vous possédez un appartement de valeur à Paris, cet appartement aura vu sa valeur multipliée par 4 en 25 ans. Aucune activité humaine, en tout cas utile à la société, ne permet de gagner autant. C'est moins qu'on puisse dire. Si vous êtes médecin, vous pouvez peut-être acheter un appartement qui vous permettra ensuite de profiter de cette hausse, mais ce n'est pas votre activité de médecin dont le profit va être multiplié par 4, ou alors c'est vraiment extrêmement rare. Donc, et ça concerne des centaines de milliers de personnes dans toutes les métropoles, qui, regardez bien, ont toujours le même comportement électoral, comme c'est curieux. Multiplié par 4 en 25 ans, la valeur immobilière. Mais ça tient à quoi, ça ? Ça ne tient pas au fait que Paris est une ville plus agréable à vivre aujourd'hui qu'il y a 25 ans, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça tient à rien d'autre qu'à la mondialisation. Au fait qu'avec l'euro, puis c'est un phénomène mondial en fait, l'argent circule, les gens circulent, et vous avez une spéculation internationale qui se produit au profit des métropoles. Encore une fois, c'est la faute de personne. C'est pas la faute d'Hidalgo. C'est pas la faute de Chirac ou de Tibéri auparavant, de Lanoé. C'est ainsi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans toutes les grandes métropoles européennes, et je pense dans le monde entier en réalité, pour le monde développé. Donc vous avez effectivement, ces gens-là savent très bien que cette progression financière extraordinaire est due avant tout à la mondialisation. Donc je pense que dans certaines circonstances, ils pourront s'allier avec le bloc populaire. Et je l'espère, et je pense qu'il faut tout faire pour cela. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire reposer essentiellement le souhait d'un redressement patriotique, une alternance qui soit une vraie alternative, sur une population dont les intérêts matériels, au fond, ne sont plus tellement liés à la nation. Il me semble qu'inversement, reposer sur les catégories populaires, les somewhere, ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants aller étudier à l'étranger, etc., c'est un socle à la fois beaucoup plus nombreux et beaucoup plus solide. Il y a de nouvelles élections qui vont arriver d'ici un an. Ça va être justement un bon moment de voir si cette troisième phase dont vous parlez, elle est réelle, si elle se concrétise déjà dans un vote.
surtout que la question européenne est importante aussi justement pour ces différentes, aussi bien catégories populaires que les catégories élitaires, même s'ils n'ont pas la même façon de se mobiliser à ce type d'élection. Pour vous, quels sont vos pronostics sur ce qui justement pourrait se passer? J'ai aucun pronostic. Vous avez... Là aussi, on verra bien si la bourgeoisie nationale, comment dirais-je, souhaite l'être. Bourgeoisie, elle le demeurera. Mais encore une fois, est-ce qu'elle souhaite nationale? Parce que en plus, ce terme-là, excusez-moi, je reviens là-dessus, parce que c'est un terme qui m'a toujours un peu agacé. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut parler de la bourgeoisie nationale. Si elle est nationale, qu'elle le soit. Voilà, on ne peut pas non plus demander des sacrifices aux catégories modestes et s'en préserver. Donc qu'elle le soit, comme l'a été la bourgeoisie nationale dans différentes périodes dramatiques de notre histoire. Elle était nationale parce qu'elle avait un comportement national. On ne demande rien d'autre, en réalité. Donc sur les européennes, alors c'est très difficile, pas pronostiquer, peut y avoir des phénomènes très différents. C'est pas pour faire Madame Irma, mais c'est non, c'est des élections qui sont en réalité, on l'a oublié parce que ça a été en 84 aux élections européennes que le Front National émerge, mais en réalité c'est des élections qui ne sont pas si faciles que ça pour le Front National, puis pour le Rassemblement National. Pourquoi? Parce qu'ils ont une base qui est assez populaire et qui a souvent voté non en 92 et en 2005, et en tout cas si l'élection avait lieu de nouveau, voterait de la même manière un référendum sur l'Europe, et qui ne s'intéresse pas et ne croit pas à l'efficacité des institutions européennes. Ils s'y engagent, donc ils ne sont pas très concernés, et de fait, ils se déplacent beaucoup moins que les autres. Inversement, vous avez des gens qui se déplacent beaucoup, en général aux élections, c'est les retraités. Par exemple, à la présidentielle, tout le monde va voter à peu près. Les retraités votent 10 points de plus que les actifs. Mais parmi les actifs, en réalité, les ouvriers, les employés, les cadres, tout cela, les professeurs intermédiaires, votent à peu près autant. Pas de la même manière, mais à peu près autant. Aux élections européennes, ou comme aux élections régionales, là, vous avez une abstention qui peut dépasser les 50%. Et là, le différentiel de participation selon les groupes sociaux a des conséquences sur les équilibres politiques. Les élections européennes, c'est très particulier parce que vous avez très souvent des surprises qui n'ont jamais aucun prolongement ensuite à l'élection présidentielle. Je prends l'élection de 2009, vous aviez eu un score remarquable pour Cohn-Bendit, pour les écologistes. De la même manière qu'en 2019, la liste Jadot avait fait un score terrible. Il ne s'est rien passé ensuite à la présidentielle pour les écologistes. Vous avez un autre cas dans le sens inverse. Jean-Luc Mélenchon a failli être au second tour tout de même en 2017, et il l'a été aussi en 2022. D'ailleurs, il faut poser la question à ceux qui ont fait courir le risque que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour, s'il l'assume complètement. Je crains malheureusement qu'il le fasse. Et mais Jean-Luc Mélenchon, donc, c'est là où je voulais en venir, 2 scores remarquables, plus de 20% à la présidentielle. Aux européennes de 2019, uniquement 6% pour la liste de la France Insoumise. Donc, c'est des élections qu'on est surpris, c'est des élections où parfois on se fait plaisir, et des élections qui ont une sociologie particulière. Tous ces éléments sont plutôt en faveur de Reconquête et en défaveur du Rassemblement national. Donc vous pensez que Reconquête peut faire sa place? À titre personnel, moi je déplore totalement cette concurrence. Bien sûr. Je la pense vraiment tellement, parce que, je pense que Livre Noir est intéressé par ce qui concerne Reconquête et le Rassemblement national. Moi, j'ai un petit problème là-dessus, parce que le pari d'Éric Zemmour à l'été 2021, moi je n'y croyais pas, mais je le comprenais. Il disait, voilà, bon, Marine Le Pen n'y arrive pas, moi je vais y arriver. Et ce pari stratégique reposait sur une promesse globale, une promesse de victoire. En disant, moi je ne m'appelle pas Le Pen, j'appartiens par mon talent, mon travail antérieur de journaliste, d'essayiste, au fond à un monde qui est reconnu, donc différentes catégories qui ne veulent pas voter Marine Le Pen pourront y voter pour moi. Ce pari stratégique n'a pas été tenu, chacun pourra le constater, et il s'est retrouvé rapidement plus diabolisé que Marine Le Pen. Or, c'était ce qu'il disait. Il disait, c'est peut-être pas juste pour Marine Le Pen, mais elle est diabolisée. Elle s'appelle Le Pen. Moi, je suis un produit neuf, en quelque sorte. Je ne le serai pas. Il l'a été. Et encore davantage qu'elle. Donc, échec. Et en plus, il y avait un second élément. C'est une promesse secondaire qui était l'union des droites. Elle ne s'est pas faite.
Et elle ne s'est surtout pas faite avec ceux qui se disent de droite, avec les LR. Pas de ralliement, rien, bon. Alors ça n'a pas marché une fois, que ça ne pourra pas marcher la fois suivante, mais tout de même. Et puis il y avait une troisième promesse, qui était faite très fortement, bon, après qui a disparu du discours, mais à la rentrée 2021, vers septembre, c'est-à-dire de toute façon c'est sans risque. Si vous me soutenez pour les élus, ou si vous, pour les électeurs, vous appelez à voter pour moi, enfin vous déclarez voter pour moi pour les sondages, vous ne faites courir aucun risque à personne. Puisqu'à la fin des fins, moi je dis que c'est le mieux placé doit se présenter, le moins bien placé doit se retirer. C'était ça qui était dit. Les déclarations sont innombrables en août ou septembre 2021. Or, très rapidement, on comprend que ça ne tient pas, qu'en fait, il veut simplement que Marine Le Pen se retire, et qu'on arrive à un premier tour où il n'a plus aucune chance de l'emporter. Ça, tout le monde le sait, il l'a dit d'ailleurs, il l'a écrit, et il ne se retire pas, faisant courir le risque que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. La vie politique avec Jean-Luc Mélenchon, qui aurait été au second tour, serait, pour les idées qui animent, je crois, le public de Livre Noir, cette vie politique aurait été dramatique, me semble-t-il. Ou alors c'est la politique du pire, vous détruisez votre concurrent le plus proche au profit de votre concurrent le plus lointain, en espérant. Politique du pire, ça a toujours été la pire des politiques. Hein, c'est vraiment très dangereux à manier. Donc voilà, donc on va se retrouver avec cette concurrence, bon très bien. Il y a un argument qui va être assez fort tout de même, ça sera effectivement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est quoi le but du jeu? Pour parler trivialement, c'est quoi le but du jeu? J'ai une dernière question, parce qu'on est malheureusement pressé par le temps. On a beaucoup parlé de Reconquête, du Rassemblement national, mais on n'a pas parlé de LR. On voit d'un côté les LR qui essaient d'avoir un discours très dur sur l'immigration, de l'autre, celui qui peut être leur candidat à la présidentielle, Wauquiez, il fait un retour dans le point où il dit qu'il faut finalement pas trop taper sur Macron parce qu'il ne sera pas candidat en 2027, et qu'il faut se positionner aussi sur le centre droit. Est-ce que vous pensez que LR va mourir ou pas, et quel est le positionnement qui, vous, d'un point de vue du sondeur, vous semblerait le plus cohérent pour eux? Alors, je ne répondrai pas forcément à la seconde question, mais LR, c'est un peu comme la gauche, on les enterre très souvent, mais on oublie toujours qu'il y a un réseau d'élus énorme. Derrière les élus, il y a des associations, il y a une tradition, ça existe. De ce point de vue-là, Macron est beaucoup plus fragile parce que lui, il n'y a pas d'historique. Vous voyez, il n'y a pas d'implantation non plus locale. Mais LR, c'est... Vous savez, j'ai tellement entendu souvent enterrer le Parti socialiste, par exemple, qui a toujours survécu jusqu'à présent. Et n'oublions pas le résultat des élections municipales, départementales et régionales. Tous les sortants, en tout cas pour les départementales et régionales, ont été reconduits. Alors, il y a eu plus de divers gauche et de divers droite qu'auparavant, mais tout de même, beaucoup de gens sont restés affiliés aux grands partis traditionnels, socialistes ou LR. Ça, c'est le point de départ. On ne sait pas aujourd'hui si la crise que connaît visiblement LR, même si elle connaît un peu un bol d'oxygène avec l'immigration, on ne sait pas si c'est pas la Macronie qui va entrer en crise. On voit bien que c'est le pari de beaucoup de gens. Que devient la Macronie après Macron? Là, il y a deux écoles. Certains pensent que la Macronie tient à Macron, et que Macron est un être extraordinaire, qui est un peu producteur de lui-même, et qui a réussi à se maintenir, on ne sait pas trop bien comment, qui est un peu comme, au fond, un peu comme Napoléon III, si vous voulez, et qu'après Napoléon III, le bonapartisme disparaît. Moi, je ne crois pas. Je crois que le macronisme n'existera plus sous ce terme-là, mais il me semble que le regroupement des Anywhere autour de Macron correspond à une tendance lourde des sociétés occidentales. On voit ça un peu partout en Europe, d'ailleurs, et que sous une forme ou sous une autre, Renaissance perdurera. Et surtout, pour la droite, c'est toute la question. On est quand même aussi en politique prisonnier de ses électeurs, c'est-à-dire que quelles seront les conditions d'une forme de fusion éventuelle entre des pans entiers de ce qu'est actuellement la Macronie et LR. Est-ce que ça serait pour simplement refaire ce que la droite faisait ces dernières décennies, c'est-à-dire voter les traités européens et finalement accompagner le cours des choses, y compris en matière culturelle. Elle ne revenait jamais sur les réformes culturelles qui avaient été menées par la gauche, comme la gauche ne revenait jamais sur les réformes économiques, comme les privatisations menées par la droite. Si c'est ça, bon, voilà, pourquoi pas, mais enfin, ça sera aussi une semi-Macronie, si j'ose dire. Ou alors, est-ce qu'effectivement, il est possible
par un réflexe patriotique, qu'il y ait ce rapprochement de différentes forces, de différents courants idéologiques, qui sont différents courants sociaux. Moi, je le souhaite évidemment. Encore une fois, je dis simplement que si ça se fait par le sacrifice du modèle social français et des catégories populaires, ça ira à l'échec. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, pour vos éclairages. C'était absolument passionnant. On suivra aussi avec assiduité du coup, le développement du campus Emera à la rentrée de septembre, donc, sur cette deuxième phase. J'invite nos éditeurs à donner leur avis sur cet entretien. J'espère qu'on pourra aussi vous recevoir justement pendant les élections européennes, parce qu'en fait, on a parlé beaucoup stratégie, on a parlé chiffres, mais parce que les politiques aujourd'hui, au-delà de l'idéologie aussi, sont là pour répondre, j'allais dire, à une offre, et donc ils se positionne sur ce type de chiffres. Donc c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir vos éclairages. Donc je vous remercie encore d'être venu. C'est moi. Et je souhaite à tous un excellent dimanche soir. Merci à tous et à bientôt.